Elie Barnavi est le grand témoin de 64 minutes ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes historien, spécialiste de l'Europe notamment. Vous avez été aussi ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre intitulé « Les religions meurtrières ». C'est une nouvelle édition. C'est publié chez Champ Actuel. Elie Barnavi, votre livre n'est pas un pamphlet contre les religions, disons-le clairement. Disons aussi, pas d'amalgame entre l'islam, les musulmans et cette organisation Daesh qui a revendiqué cet attentat. Mais pour vous, la religion est-elle en partie responsable de ce qui vient de se passer à Orlando? La religion politique, oui, la religion radicale. Je ne m'occupe pas du tout dans ce livre du contenu théologique de religion, si vous voulez. Je ne m'occupe pas de la vérité religieuse. Je m'occupe de la religion quand elle investit le champ politique. Et à partir de ce moment-là, il faut s'attendre à ce genre de choses en fonction des époques, en fonction de la culture ambiante, en fonction de l'intensité de la crise de civilisation que traverse tel ou tel groupe humain. L'Europe a connu cela, les guerres de religion. Le judaïsme montre ce qu'il sait faire avec des courants extrêmes, extrémistes en Israël. Là où précisément la religion a pu devenir une religion politique. Et bien sûr, à une autre échelle, l'islam, qui est une religion universelle, qui est partout et qui est en crise profonde, pas la religion, mais la société musulmane. Et donc ça tue. La religion, quand elle devient politique, surtout quand elle devient, dans certains cas extrêmes, elle devient meurtrière. C'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Mais Elie Barnavi, juste prenons l'exemple de l'homophobie. Les trois religions monothéistes ont souvent des mots très durs contre les homosexuels et contre l'homosexualité en parlant d'abomination. On peut prendre le cas du vice-gouverneur du Texas aujourd'hui qui utilise et qui parle de punition. À partir de quand est-ce que la religion va être vecteur justement de violence et de passage à l'acte? Mais, votre précédent interlocuteur parlait de continuum, mais je crois qu'il avait raison. C'est-à-dire, bien entendu, chaque fois que l'on exprime des opinions violemment homophobes, comme le vice-gouverneur américain que vous évoquiez, il ne passe pas forcément à l'acte. Mais cela crée une atmosphère. Et les religions monothéistes sont peu tendres pour l'homosexualité. Aucune n'aime ça. C'est contre nature, pour diverses raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Alors le passage à l'acte est possible lorsque la religion s'organise en parti politique armé. Et à ce moment-là, on traduit dans les actes quelque chose qui est de toute manière enfoui dans l'inconscient collectif et qui ressort à la faveur de telle ou telle déclaration. L'homophobie n'est pas effectivement que musulmane, vous la trouvez partout. Justement, à ce titre, pardon de vous couper, Elie Barnavi, mais il y a en France une polémique en ce moment sur les propos du rabbin Sitruk. Est-ce que vous dites qu'il aurait dû s'abstenir de tenir de tels propos? On précise que c'était avant cet attentat d'Orlando. Oui, mais Sitruk était un rabbin intégriste. Je l'ai assez bien connu. Il était grand rabbin quand j'étais en poste à Paris. C'était un rabbin qui ne serre pas la main aux femmes. C'est un rabbin fondamentaliste. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait tenu des propos pareils. Ce sont des propos que les rabbins... Je ne cite pas ces propos, mais il utilise des mots très durs en condamnant l'homosexualité, bien entendu. Oui, bien entendu. C'est le cas de la plupart des rabbins, pas tous, mais la plupart des rabbins font cela. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a une incompatibilité radicale entre les religions révélées, les religions du livre, et l'homosexualité. Cela ne veut pas dire, encore une fois, il faut bien faire la part des choses. Le passage à l'acte, c'est encore autre chose. Mais justement, à propos de ça, vous expliquez dans votre livre comment les fondamentalismes chrétiens et juifs ont fini par échouer. D'abord, expliquez-nous, et ensuite, le fondamentalisme musulman est-il voué au même sort? À la longue, oui. C'est-à-dire, je parlais d'incompatibilité tout à l'heure. Il existe aussi une incompatibilité radicale entre la religion organisée de cette manière et la modernité. Donc forcément, je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelle modalité, mais tout cela va échouer, évidemment. En attendant, si vous voulez, on peut, si on veut être optimiste, on peut voir dans ce genre de spasmes violents, Daesh, Al-Qaïda, ou l'énergumène qui abat 49 de ses compatriotes, puisque ce jeune homme est américain, il est né aux États-Unis. On peut voir
là-dedans le dernier soubresaut d'une tendance qui est appelée à mourir et qui n'a finalement pas d'avenir dans le monde moderne. Elie Barnavi, dans ce livre, vous écrivez notamment « Considérer les religions comme des tout cohérents ». On considère les religions comme des cohérents, ce qu'elles ne sont pas. Expliquez-nous. Mais ce sont chaque religion est un océan traversé de courants, de tendances, avec d'infinies nuances, et qui évolue dans le temps. C'est-à-dire quand on dit le judaïsme pense ceci, l'islam pense cela, l'islam c'est plus de milliards d'individus dans le monde. C'est ce qu'en font les fidèles. Et évidemment, l'islam ne pense rien. Les fidèles pensent. D'autant plus qu'il s'agit de religions en espèces qui n'ont pas d'autorité centrale. À la rigueur, on peut dire, c'est que le catholicisme officiel pense, puisqu'il y a une hiérarchie, il y a le pape, il y a des évêques, et on sait à peu près ce que l'Église pense. Mais ce que l'islam pense, on n'en sait rien. On sait ce que des musulmans pensent. Et c'est pour ça que certains livres, je pense, les musulmans, ou pour les musulmans, n'est-ce pas, d'Edwy Plenel, ça ne veut rien dire. Pour les musulmans, pour quels musulmans? Il faut toujours faire la part des choses. Quand on parle d'amalgame, qui est un mot à la mode, oui, l'amalgame, c'est d'abord penser que tous les musulmans sont à mettre dans le même sac et qu'il n'existe qu'un islam. Tout cela est un fantasme, évidemment. Il existe beaucoup d'islam. Il se trouve que l'islam visible aujourd'hui, puisque c'est ça qu'il s'agit, tend à être extrêmement violent. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un parti politique ou des partis politiques. Il y a 5 jours, Elie Barnavi, à Tel Aviv, en Israël, pas très loin de votre domicile, 2 Palestiniens originaires d'Hébron ont ouvert le feu sur une terrasse, la terrasse d'un restaurant de Tel Aviv. 4 civils ont été tués. Est-ce selon vous un acte comparable de même nature qu'à Orlando? Non, évidemment pas. C'est un acte, je m'empresse de dire, un acte odieux. Toute résistance qui tue des civils de manière indiscriminée est une résistance qui est là encore appelée d'abord à souder l'ennemi et à échouer. Mais c'est autre chose. Là il s'agit d'un acte de violence né d'une situation politique bien précise, d'une occupation militaire. Ici, il s'agit d'un acte d'homophobie et d'extrémisme religieux, quelle que soit l'appartenance à l'État islamique ou pas. Vous savez, le gouvernement de Benyamin Netanyahou, lui, après les attentats du Bataclan en France, avait dit, vous voyez, c'est la même chose, c'est ce qu'on vit ici. Le maire de Tel Aviv, en revanche, lui, a dit que cet attentat était dû notamment à la colonisation des territoires palestiniens. Vous êtes plutôt d'accord avec le maire? Vous ne serez pas étonné si je dis que je suis plutôt d'accord avec le maire de Tel Aviv qu'avec Benjamin Netanyahou. Évidemment, je comprends que Netanyahou dit ça, c'est commode. C'est une manière de dire aux Européens, vous êtes en train de vivre ce que nous vivons. Mais vous n'êtes pas en train de vivre ce que nous vivons. Même si le résultat est le même, les causes sont évidemment différentes. Alors, régler le problème palestinien, ça ne veut pas dire que la paix régnera et qu'il n'y aura plus d'attentats terroristes. Ça veut dire simplement qu'on va arracher l'une des racines importantes, épaisses, longues, de la violence au Proche-Orient. C'est tout ce que ça veut dire et c'est déjà beaucoup. Et donc, l'une des formes de l'amalgame consiste à dire toutes les formes de violence se ressemblent, elles sont toutes les mêmes, elles ont toutes les mêmes causes. Évidemment, ce n'est pas vrai. Le maire de Tel Aviv a dit « Nous occupons depuis 49 ans, c'est le seul endroit au monde où un peuple est occupé sans les mêmes droits civils. Que faire selon vous ?» On a vu récemment à Paris un sommet perdu d'avance, disons-le, voulu par le président français François Hollande. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui selon vous, Elie Barnavi? Il faut forcer les partis à s'asseoir autour d'une table et leur imposer un cadre de référence. Cela fait des années que je dis que la paix sera imposée ou ne sera pas. Il faut arrêter de croire que 2 partis faibles, travaillés par des extrémistes, sont capables de s'asseoir autour d'une table et de négocier seuls utilement un accord de paix. Il ne faut leur laisser que le dernier tronçon de la négociation. Tout le reste doit être imposé de l'extérieur. Dans le monde qui est le nôtre, avec des conflits asymétriques, tous les conflits se terminent par intervention internationale. Alors, qui est capable d'imposer quoi, j'ai envie de vous dire? Quand vous dites imposer, c'est un État palestinien, et qui peut le faire? C'est imposer un cadre de référence. Je dis, voilà le cadre à l'intérieur duquel vous allez négocier,
et en dehors duquel vous ne sortirez pas. Ouais. Et ça veut dire, par exemple, prendre les paramètres Clinton, tout autre cadre de référence, et l'imposer comme une loi internationale. Et l'assortir de sanctions très lourdes pour ceux qui s'en écarteront. Sauf que tout le monde, ou presque, se délaisse du Proche-Orient aujourd'hui, les Barnavi, y compris les États-Unis. Bien entendu, parce que le monde est dans l'état où il est, parce que la région est à feu à sang, parce que tout compte fait, le conflit israélo-palestinien est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité, il fait très peu de morts, parce que ce qui se passe autour de nous est un champ de ruines, parce qu'il y a la crise des réfugiés, le terrorisme, ainsi de suite. Ouais. Et donc les gens préfèrent détourner le regard, mais il faudra bien un jour arrêter cela. Or, on n'arrêtera cela que de cette manière. De l'extérieur, donc, vous avez appelé avec 700 personnalités, des intellectuels, mais aussi des militaires israéliens, à reconnaître sans condition l'État de Palestine. Mais il y a quelques mois, il y a eu tout un mouvement en ce sens en Europe. Très franchement, qu'est-ce que ça change ? Ça change d'abord que cela brise l'immobilisme. Je pense que le grand ennemi, c'est l'immobilisme. Cela crée du mouvement, même si ce n'est pas ça qui va créer, évidemment, un État palestinien. Mais cela fait bouger les lignes. Et je pense que c'est important, la reconnaissance unilatérale. Vous savez, je ne me fais aucune illusion sur l'état de la classe politique palestinienne. Elle vaut largement la nôtre. Ce n'est pas que j'idéalise ce qui se passe de l'autre côté. Mais je pense qu'il faut créer un sentiment de mouvement. Il faut que les gens comprennent des deux côtés que la situation telle qu'elle est intolérable, pas seulement pour les partis, mais pour ce qu'on appelle, par antiphrase peut-être, la communauté internationale. Et c'est pour cela que je suis un fervent partisan d'initiatives françaises. Bien que je ne sois pas naïf, je sais qu'elle n'aboutira pas demain à la création d'un État palestinien, mais elle fait bouger les lignes. Elle fait comprendre aux uns aux autres que l'immobilisme n'est pas une solution. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les religions meurtrières. C'est aux éditions Champ Actuel. Merci à vous. Merci à vous.